allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Désormais, jeudi, bonne fin de journée, bon début de soirée. Bienvenue à JC. Ça reprend enfin ce soir pour le Canadien. 25 matchs en 48 jours. 25 fois 2 fait 50. Ça veut dire un Canadien aux 2 jours et même un petit peu plus. C'est pas parfait, ça? 6 dos à dos le long du parcours. Un seul objectif, à l'instar de quelques autres équipes de la Ligue nationale, poursuivre le travail bien entamé et être du vrai tournoi à la mi-avril, entrer par la grande porte, soit top 3 de la section Atlantique en série éliminatoire. De passage ce soir à Montréal, le Roi Casso, ce qu'il est beau dans ce cabinet des insulaires, les étonnants Islanders de New York, de Patrick et Mathieu Darche, les Isles qui jouent un style méthodique, engagé, qui laisse peu d'espace, qui travaille sans relâche, qui compte sur l'extraordinaire Matthew Schaefer. Quelle sensation! Aurait été d'ailleurs très utile, même à 18 ans, à Équipe Canada aux Jeux olympiques de Milano Cortina, quand le puck sortait moins bien en relance ou en première passe. J'ai eu des pensées pour la superstar Schaefer. Pas en devenir. Il l'est déjà. Puis avant de dire, hey, 18 ans, regardez ce qu'a fait Celebrity à 19. Schaefer sera ce soir face à son plus sérieux adversaire dans la lutte à l'obtention du trophée Calder récompensant la recrue de l'année, Ivan Demidov, mais aussi face à un adversaire potentiel de plusieurs saisons pour l'obtention du trophée James Norris, soit Lane Hodgson. Tout comme Martin Saint-Louis, qui va faire face à Patrick ce soir, et possiblement face à Patrick aussi pour l'obtention du trophée Jack Adams, remis à l'entraîneur-chef par excellence dans la Ligue nationale. Sans surprise, du moins pour ma part, je sais que pour certains d'entre vous, c'en est une, mais pas pour moi, le vétéran Samuel Montembeault obtient le départ devant le filet ce soir. Martin est conséquent avec sa déclaration faite un peu plus tôt avant les fêtes, selon laquelle il disait « Lorsque le moment va venir, Monty va probablement être l'homme de la situation. » Ça veut absolument rien dire, le départ ce soir, à part que le coach a confiance en son vétéran et je trouve que c'est la seule décision qui s'imposait après une pause de 3 semaines. Respect de la hiérarchie du travail bien accompli dans le passé. Le Canadien vient d'agir merveilleusement bien avec cette décision, ce qui n'empêche pas qu'on a 2 bons gardiens de but, ce qui est parfait, parce que de compter sur un seul des 2 comme l'an dernier, qui était Montembeault et qui a très bien fait, mais mettons qu'il casse, on est dans le trouble. Là, il casse, on en a un autre. L'autre casse, on vient avec le premier. Ça marche bien. Il sera toujours temps de faire un mètre, si un mètre il faut faire, entre les 2. Avant d'aller au Centre Bell en marge de ce match entre le Canadien et les Islanders, buzzons un peu, si vous permettez. Un peu d'Alexander Zarovski, l'un des meilleurs espoirs du Canadien. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous enfoncer au fond de la gorge. Jacob Fowler et David Reinbacher. Regarde-moi ça aller. Tir de barrage en KHL. Il en a mis 2 dedans. Tir de barrage, ça, c'était son 2e. Et ça a provoqué la victoire de son équipe. Regarde la feinte encore, d'un autre angle. Yap. Il est beau. Il est beau, il fait le travail. Tiens, on a le premier avec ça. Bon, on se garde. Le chandail est beau à part ça. Tout ça. Aïe. 2 ans en moins, le même gardien. 2 ans en moins, les ans du même bord. Zarovski va finir ici. Il est, après Michael Age, le meilleur espoir de l'organisation. On peut jaser de Fowler, Reinbacher et tous les autres après. Mais arrêtez, là. Michael Age, Alexander Zarovski. Et ensuite, on verra. C'est pas grave. Mais les 2 meilleurs espoirs de l'organisation, c'est ces 2 gars-là. Nicolas Cloutier a passé la journée à épier le Canadien. On le retrouve au Temple en marge de ce duel contre les Islanders. Fallait s'y attendre. Zachary Bolduc, Nico, est laissé de côté ce soir pour le match contre les Isles. Absolument, Jean-Charles. Et il y a 2 façons de voir ça. La première, ce serait de dire,
Écoutez, on est arrivé ailleurs dans la reconstruction parce que, laissez-moi vous dire une chose, Zachary Bolduc, là, il serait dans la formation de la plupart, l'essentiel des 32 équipes de la Ligue nationale de hockey. Alors, si tu es en mesure de le laisser de côté avec ta profondeur renouvelée, avec le retour de tes blessés, ben c'est forcément parce que tu as des options. Ensuite, bon, il y a une autre façon de voir les choses. On peut dire que Zachary Bolduc n'a pas produit avant le tournoi olympique. On peut dire beaucoup de choses sur lui. Par contre, on peut pas lui enlever son implication sur le plan physique. Et si je peux vous montrer un tableau, c'est indéniable que Zachary Bolduc, quand il joue sur un 3e ou quand il joue sur un 4e trio, ben il donne une identité au bottom six du Canadien de Montréal. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Alors, c'est quand même ironique de voir que, Joe Veleno, on comprend tous qu'il peut être laissé de côté, là, c'est pas un indispensable, là, sans lui manquer de respect, mais c'est quand même ironique de voir que, quand tu veux insuffler une identité au bottom six, ben, il y a 2 joueurs qui t'en donnent une identité qui vont être laissés de côté ce soir. C'est 2 joueurs qui auraient amené de l'énergie à ton club. Wow, tellement pertinent. 234 mises en échec qui s'en vont sur la passerelle contre un club qui affectionne ça puis qui est dur à jouer contre. Quelles stats percutantes, Nico. Quelles stats percutantes. Ça doit bien être un record cette saison, Jean-Charles, là, le nombre de mises en échec que tu laisses dans les gradins. Ça se peut pas. Hein? Tu sais, quand tu vas avoir une identité. Alors, tu sais, quand tu fais le choix entre Texier et Bolduc en plus, ben, pour moi, écoute, personnellement, je suis pas dans le secret des dieux, mais le choix est clair quand tu veux donner une identité. Texier, bon, il est peut-être mieux outillé pour répondre aux besoins sur un premier trio comme il le fait plus tôt au cours de la saison. Mais c'est indéniable quand même que le gars qui allait donner plus de coups d'épaule sur un 3e ou un 4e, ben c'était Zachary Bolduc. Mais encore là, faut faire des choix. Et Martin Saint-Louis a des décisions déchirantes à prendre avec sa profondeur. Et puisqu'on parlait justement de toute l'énergie que Bolduc et Veleno peuvent apporter à une formation, ben de l'énergie, il y a des Olympiens qui vont en manquer parce que Juraj Slafkovský patinait sur une bottine là, quasiment dans le match de la médaille de bronze parce que il était envoyé sur la patinoire une présence sur 2 par la Slovaquie. Il a dû traîner toute une nation sur ses épaules et il l'a bien fait, soit dit en passant. Martin Saint-Louis a été réaliste. Il sait que ces 2 joueurs, Nick Suzuki et Juraj Slafkovský, seront fatigués ce soir, Jean-Charles. They're coming from a 6-hour time change, you know. The stress, the whole experience over there. It's not you're coming back here and you're fully rested. You know, they'll get in the rhythm again, and that will be a thing of the past. And that experience they got over there, that can propel them to, great things too. To absorb some of that, the elite players you were next to. Avant d'aller au sujet suivant, Nico, j'ai fait l'exercice au cours des dernières heures. Et le 5e trio du Canadien, composé du fantôme de la liste des blessés Patrick Laine, parce qu'il est apte à jouer, avec Joe Veleno au centre et... non, mais on va appeler un chat, là. Non, et Zachary Bolduc. Je parlerai pas sans mon avocat, là. Ouais. Dans 5 équipes sur 32 de la Ligue nationale, c'est le 2e trio de l'équipe. Et dans 10 autres équipes de la Ligue nationale, c'est le 3e trio. Puis qu'on vienne voler mon lunch si je mens. Alors, dans la moitié des clubs de la Ligue nationale, c'est un 3e trio. À Montréal, c'est un 5e trio. Fait que j'ai de la peine pour Zachary, mais quand on regarde le verre à moitié plein, c'est extraordinaire de pouvoir avoir une profondeur comme celle-là. OK. Fou quand même. Matthew Schaefer. Ouais, alors c'est pas un désaveu envers Bolduc, finalement. Oui, non, exact. Mais non, on le sait, ça. Matthew Schaefer, quel phénomène. Exact. Écoute, Jean-Charles, il est hors norme. Peux-tu imaginer que quand il s'est présenté au camp d'entraînement des Highlanders, là, au début septembre, il n'avait même pas encore 18 ans? Il avait 17 ans. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que, parce que Schaefer avait joué tout au plus 20 matchs et des poussières dans la Ligue de l'Ontario la saison dernière, l'année de son repêchage, qu'il allait avoir besoin d'une saison dans la NCAA contre des hommes. Mais il défie absolument toute logique, toute loi élémentaire, Matthew Schaefer. Il va encore avoir 18 ans au prochain camp d'entraînement des Highlanders et déjà, à 18 ans, il joue 23 minutes par match. Patrick Roy le protège d'aucune assignation,
d'aucune confrontation. Je manque de superlatifs pour parler de Matthew Schaefer. Et je dirais que toute autre année, Ivan Demidov pourrait prétendre à la couronne du trophée Calder. Mais malheureusement, il y a une opposition qui est beaucoup trop féroce cette année. Et je laisse la parole aux joueurs des Islanders, mais aussi à Patrick Roy à propos de Matthew Schaefer, parce que je pense que comme moi et toi, Jean-Charles, ils sont sans mots à propos du jeune homme. Ses qualités défensives. Je pense que tous voient ses qualités offensives. Mais ses qualités défensives sont tellement bonnes. Tu vois, à 18 ans, j'étais dans le junior encore, j'étais même pas proche d'être là. Lui, tu le regardes aller jour après jour, son implication, son éthique de travail, comment qu'il est un step, déjà en avant. I mean, I think when I come back to, training camp next year, I'll be, still 18 for a couple days, and then once the 5th hits, then I'll be 19, and hopefully I can get a big 19 candles on a cake for me or something like that. Quelle histoire en plus, une histoire fascinante. En lutte avec Demidov, on en parlait pour le Calder. Demidov était au SKA de Saint-Pétersbourg l'an dernier avec l'enfant terrible du hockey, Tony DeAngelo, et t'as parlé avec DeAngelo. Absolument. Tony DeAngelo, c'est un méchant moineau, Jean-Charles. Quand il est arrivé avec le SKA de Saint-Pétersbourg l'an passé, sa carrière n'allait nulle part. Et il aimait se fendre de beaucoup de gazouillis sur X pour le meilleur et pour le pire, mais certains d'entre eux étaient pour faire du lobbying auprès de Ivan Demidov, un joueur qu'il trouvait absolument fantastique. On va écouter Tony DeAngelo parler de son ancien coéquipier en Russie, Ivan Demidov, parce que c'est pas nécessairement son talent qu'il va retenir, Demidov, c'est son éthique de travail qui est vraiment à toute épreuve. I didn't think I was going to be coming back in the NHL at the time, so I just give him my opinion on him, and he's just fantastic. I don't think it's going to take long for him to be a top end winger in the league. His work ethic off the ice was impressive for a guy that age. Like, he was doing stuff that guys do at my age, at 30. Excellent travail, Nico. Excellente soirée. Bon match au Temple. À très bientôt. Yes, Jean-Charles. À bientôt. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Dans le coin, Ross est dans le coin, Ross est dans le coin, Ross est dans le coin. Dans le coin, Ross Enberg. Comment ça va, le coach? Comment ça va, mon Johnny? Il a l'air à faire plus beau chez vous que chez nous. T'es où, là? Mon Johnny, tu peux pas t'imaginer comment il fait beau ici. Je suis aux îles des Caïmans en ce moment-là. Absolument incroyable. Quand je suis arrivé aux douanes, écoute ça, mon Johnny, quand je suis arrivé aux douanes, j'ai donné mon passeport puis j'ai demandé au douanier si je pouvais me faire une demande de réfugié ici. Il m'a dit, malheureusement, avec un passeport canadien, non, tu peux pas. Tu vas travailler pour qui en fin de semaine? Raconte aux gens. Écoute, on a un petit gars-là ici d'une boxeur britannique. Un ami à moi, c'était l'ancien entraîneur olympique de Île de Caïmans. Et maintenant, il fait quelques promotions professionnelles. Un boxeur d'Angleterre ici, un invaincu, Tommy Smith. Qui va être en action dans le combat final, un boxeur de 9-0. Mais c'était surtout pour m'inviter ici. Eux autres, ils ont bâti leur gymnase avec moi. On les a aidés avec l'équipement. Fait qu'ils m'ont invité pour travailler dans le coin de Tommy Smith. Écoute, ça peut amener à des autres choses dans l'avenir, mais je suis très content d'avoir venu faire la visite ici. Vraiment une place spectaculaire. Une délicate invitation, quoi. C'est-tu parfait, ça? Mais je peux pas demander mieux que ça. La boxe m'a vraiment amené à des parties incroyables dans le monde, à des places incroyables dans le monde. Puis j'aurais jamais pu me payer les voyages où la boxe m'a amené. C'est sensationnel. Bon, Pacquiao Mayweather 2. J'avais l'impression que j'avais mis trop d'eau chaude dans mon bain, Ross. Johnny, je sais plus quoi dire. Honnêtement, là, je pense, puis on s'est déjà parlé de ça, je pense que la boxe est un indice de notre société. De la société de réseaux sociaux, de toutes la réalité qu'on vit, qui est pas quasiment plus une réalité. Je sais plus quoi dire. Le premier combat Pacquiao-Mayweather était déjà 5 ans en retard. C'était déjà 5 ans. Il aurait dû boxer 5 ans avant.
Maintenant, on est rendu qu'on est 15 ans en retard pour le combat revanche. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi que Mayweather il est en problème financier, il a besoin d'un combat. Fait que là, avec qui tu penses qu'il va le faire? Avec Pacquiao. Les deux sont rendus à presque pas loin, tu sais, dans la mi-quarantaine, là, sont pas tout à fait 50. Mais je comprends plus. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est que comment tu peux mettre un combat comme ça sur un des plus gros réseaux, plus gros plateformes comme Netflix, que tu le mettes ça dans le Sphere à Las Vegas, tu sais, un des plus gros et nouveaux amphithéâtres qui existent, et que tu mets deux gars de même, puis t'attends que le monde y achète des billets pour ça. Puis tu vas considérer ça comme un vrai combat. Je sais plus quoi penser, mon ami. Je sais plus. Honnêtement, Ross, il y a plein des affaires là-dedans. Mayweather, il a fait 1 milliard, ce gars-là. Comment tu fais 1 milliard, tu te retrouves sur la paille? Faut vraiment que ça aille pas très bien dans la boîte à poux, là. Quelle mauvaise... Comment être aussi mal encadré? Puis l'autre affaire, c'est que si on décide d'organiser ça, c'est-tu parce qu'on n'est pas capable de vendre les vrais bons boxeurs de leur génération? Les kids dans vingtaine, début trentaine, de 20 à 35 ans, qui sont de l'élite mondiale, le monde ne veut plus rien savoir de ça. Les vrais boxeurs qui vont te donner une vraie bataille, là, ça intéresse plus le monde. On est en train de devenir fous collectivement? Oui. Tu sais, c'est ça qui n'a pas de sens. C'est ça que je comprends pas. Comment que quelqu'un, mettons, comme Jake Paul peut organiser un combat entre lui et Anthony Joshua, médaillé d'or des Jeux olympiques, 2 fois champion du monde, met ça sur Netflix, puis le monde, il achète des billets, puis Netflix investit une tonne d'argent là-dedans. Je sais pas. Ça dépasse la réalité. Régis Lévesque doit être en train de virer dans son tombe quand on voit des choses comme ça. Je comprends plus rien. Je suis pas capable de te donner une explication. Pacquiao, Mayweather qui a un intérêt à ça, maintenant 15 ans trop tard, puis tu mets ça sur la plus grosse plateforme. Je ne crois pas que c'est parce qu'on n'a pas des jeunes boxeurs. Je crois parce que il ne veut pas investir. Non, il ne veut pas essayer de les vendre. Il essaie même pas. Oublie pas qu'il n'est pas capable de les vendre. Il essaie même pas. Exact. Je pense que tu as raison. 30 secondes en terminant, très rapide. Le Gypsy King, Tyson Fury, le Lion, Arslanbek, Makhmoudov. Un coup de poing de Makhmoudov, sinon, bonsoir la visite. Là. Écoute, je pense que c'est une opportunité en or pour Makhmoudov. Je peux te promettre quasiment que Fury ne prend pas Makhmoudov au sérieux. Je pense qu'il prend à la légère. Il y a déjà 2 défaites, une contre Vianello, une contre Ajit Kabayel. Je pense qu'il va prendre ça à la légère, ancien champion du monde. Ça, c'est une opportunité en or pour Arslanbek d'assommer le Gypsy King. Il faut qu'il en profite. Merci infiniment, le coach. Bon week-end au Caïman. À très bientôt. Merci, mon ami. Salut, Ross. Merci. Bye-bye. Je vous rappelle qu'Alexandre Carrier, défenseur du Canadien, est avec nous à 6h moins 5. Tu veux pas manquer ça? Sera suivi de l'extraordinaire coach Danny Dubé, du toujours très, très pertinent Renaud Lavoie. Pour nous y conduire, le premier choix, Alexandre Daigle, Bambino Marinaro, Tonino Bello. Mais d'abord, au retour de la pause, l'agitateur Antoine Roussel. C'est pas beau, ça? Quel menu, les chums! Vous êtes à la bonne adresse. Merci d'être là. Bougez pas, on revient, ça sera pas long. C'est l'heure de l'agitateur. Antoine Roussel, toujours à peu près dans un aréna près de chez vous. Comment ça va, mon cher Antoine? Écoute, mon objectif, c'est ça que je disais aux gars en studio tantôt, là, que mon objectif, c'est de t'amener dans 5 autres arénas, peu importe c'est où au Québec, 5 autres, mon JC, cette année. C'est la fin de la saison, formidable. C'est parti. J'adore ça. C'est lequel des arénas, là? Présentement, à Marina-Larouche, pratique Novice 1 que tu vois en arrière. Ça va bien, les flots travaillent fort, comme on dit. Bon, ben Marina-Larouche, moi, ça me dit pas grand-chose, là, par exemple. C'est dans quelle municipalité? À Chicoutimi-Nord. Formidable. Parfait. OK, compétition sur place, compétition à l'interne chez le Canadien. C'est lancé. Ben écoute, c'est lancé certain, Jean-Charles, parce que, vois-tu, là, il y a quelques semaines, on a remanié au trio, au premier trio. On a remonté Kirby Dack sur le premier trio, où était Texier avant.
c'est l'ailier droit qui est avec Suzuki. Pour moi, sa place, là, elle est à prendre pour tout le monde. Kubulak va peut-être trébucher et ça va être la chance aux autres d'aller la chercher. Que ça soit New, que ça soit Texier, que ça soit un autre. Éventuellement, il va y avoir une rotation qui est faite jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui saisisse l'opportunité. Et pour moi, c'est ça de la compétition à l'interne. C'est ça qu'on veut voir. New York amène de la rapidité, certaines constances à ce niveau-là d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est clair que les prochains matchs vont dicter comment ils vont être utilisés chacun. Mais j'aime ça. Comme je te le disais, la place à côté de Suzuki, elle est pas sécure. Elle est pas sécure pour personne jusqu'à temps qu'il y en ait un qui prenne la pole position. Et Jean-Charles, je vais même plus loin que ça. Si personne ne le fait, d'ici la fin de la saison, les séries éliminatoires, ne sois pas surpris que l'année prochaine, il y a un gros joueur qui est ramassé soit au repêchage ou la date limite des échanges ou le 1er juillet. Il va y avoir un gros joueur qui va s'en venir. Bien, il y a quelque chose d'intéressant. Là. Moi, je pense que Martin a pris bonne note de Coach Cooper aux Olympiques à Milan. Fait que Slav risque de faire des séjours là, pendant les matchs avec Suzuki et Caulfield, dépendant on est où dans le match, qu'est-ce qu'il y a sur le tableau. Sinon, c'est un comité. Ce soir, c'est Doc, ça peut très bien être Newhook, ça peut très bien être Texier, ça peut très bien être Bolduc aussi. Fait qu'on en a 4, mais ça peut très bien aussi être quelqu'un qu'on va acquérir d'ici le 6 mars à 15 h de l'après-midi. Là. Ben, tout à fait. C'est cette opportunité-là, elle est à saisir, comme je le disais. Puis, Bolduc, dans sa situation actuelle, va devoir trouver un moyen de se différencier. Moi, je trouve qu'il en avait fait assez pour être dans l'alignement. Et donc, je suis un peu surpris qu'on l'ait retiré. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence. Bolduc, c'est pas lui qui pilote le deuxième avantage numérique. Texier le fait. Donc, faut qu'il se trouve un rôle vraiment qui est différent de l'ensemble de ces joueurs dans cette équipe-là, puis qui concurrence les autres de cette manière-là. Qui se trouve son identité. Parce que lui, là, le danger, c'est que il est assez bon pour être sur un deuxième, troisième trio, mais il manque peut-être des fois un peu d'énergie pour l'être constamment. Donc lui, c'est vraiment, comme on l'a dit depuis le début de la saison, de s'est trouvé son identité là-dedans. Et moi, je suis convaincu qu'il est capable de le faire. On l'a vu dans les 10 derniers matchs, du moins, moi, je trouvais qu'on avait un gars qui avait la rage au ventre, qui était capable d'en montrer. Donc, il sera pas dans les estrades très longtemps pour moi, Bolduc. C'est pour ça que c'est un peu étonnant, là, parce que Martin ne peut pas se priver de Suzuki, Slavkovski ou Kapanen. C'est 3 membres de son top 6. Mais en même temps, il s'attend à peu d'eux autres ce soir en disant ils vont être fatigués, décalage horaire de 6 heures, ils ont joué beaucoup de hockey. C'est la même affaire pour Texier. C'est étonnant qu'on n'ait pas reposé Texier ayant le luxe de mettre Bolduc à sa place ce soir. Tu trouves pas? C'est sûr qu'il y a une opportunité manquée à ce niveau-là. Probablement que Kapanen, puis on l'a entendu bien verbaliser qu'il aurait aimé ça vraiment jouer un petit peu plus avec l'équipe finlandaise. Donc, quand il disait ça, il disait clairement au coach, moi, je pose un repos supplémentaire, je suis prêt. Là, ça fait 3 semaines que je pratique et que je joue pas beaucoup. Donc, c'est clair qu'on aurait pu voir une gestion du personnel un petit peu meilleure à ce niveau-là. Mais c'est clair que on l'aura pas. On va voir comment ça va aller ce soir. Mais sont mieux que les gars qui sont vraiment sur le siège éjectable sont mieux d'être prêts. Bon match et bon entraînement à Chicoutimi-Nord, Antoine. Je vous rappelle qu'Alexandre Carrier, défenseur du Canadien, est avec nous à 17h55. Il y aura également le coach Danny Dubé et l'excellent Renaud Lavoie à la mise en échec pour nous y conduire. Le premier choix, Alexandre Daigle, mais d'abord au retour, Bambino Marinaro au Coliseum. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 Léo. Ah, c'est assez ouvert, ça. Oui, absolument. Chest au vent, comme à Milan. Comment ça va, Bello? Ça vient, toi. Excellent. Un mot sur Julien Brisebois, rapidement, comment ça? J'ai eu la chance de le croiser, évidemment, à quelques reprises lors des Jeux olympiques. Puis quel chic type. Aujourd'hui, j'en parlais avec Mathieu Bédard, notre producteur, parce que j'ai vu que Julien était avec toi hier à l'émission, évidemment. Puis j'ai dit, quel chic type, Julien. Puis il est toujours disponible pour nous, les médias. Je sais qu'il est toujours disponible, très disponible pour toi.
Il était là avant tous les matchs des Canada. Il me voyait vers la porte d'entrée, puis il me disait, c'est une petite fist pump, go Canada, go. Puis c'est un des gars avec qui, tu sais, dans les corridors, tu parles, puis il est très généreux de son temps. Je vais te raconter une petite histoire vite. Quand j'étais en Floride durant le temps des fêtes, j'ai amené en famille. Mon fils était avec moi, puis mon fils il a couvert les 2 matchs canadiens contre le Lightning, puis le Canadien contre les Panthers de la Floride. Moi puis toi, mon fils est un partisan du Lightning de Tampa Bay. Il est depuis beaucoup d'années. Puis il aime beaucoup Kucherov. C'est son joueur favori depuis plusieurs années de ça. Puis après le match, j'ai présenté Julien. J'ai dit, Julien, ça c'est mon fils. Il travaille avec moi là. Il commence, il est dans le domaine. Il s'en va à l'université. Il prend des cours dans les médias, radio, télévision, podcast. Et là, il dit, ça c'est son premier match à la couverture du hockey Huawei. Puis là, il prend le temps. C'est après le match, c'est lui, il s'en va dans le vestiaire du Lightning pour parler évidemment avec son staff. Puis là, il s'arrête puis il prend le temps de parler avec mon fils. Comment t'as aimé ça? Bravo, bon pour toi, tu sais. C'est la classe, là. Et il est né avec la classe. Je vais te dire 2 choses. Si Marc Bergevin avait appris une leçon de Julien Brisebois sur comment s'occuper de son monde, il serait peut-être encore en poste à Montréal. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, Julien Brisebois est à Tampa Bay. Fait longtemps qu'il est parti. Là. Ouais. Ça fait très longtemps qu'il est parti. Ouais. Il pourrait maudire sa ville. C'est pas ce qu'il fait. C'est un des ambassadeurs les plus importants de l'heure est brave, la grande campagne de levée de fonds et de philanthropie de l'Université de Montréal. Parce qu'il dit, moi, je suis aux États-Unis, je suis à même de comprendre ce que c'est l'alumni, la philanthropie par les anciens d'une université, d'une institution d'enseignement. Et je te le dis, là, le nombre de pitchs auxquels ils participent pour lever des fonds chez des philanthropes et des bourses privées pour aider l'Université de Montréal, il n'est pas obligé de faire ça, Tony. Non. Il fait tout ça on the top of le reste. C'est formidable. Écoute, Kent Hughes va être ici pendant longtemps. On sait qu'avec Jeff Gorton, ils ont signé une prolongation de contrat de 5 ans. Et ils sont très impliqués aussi, dans le cas de Kent Hughes et Jeff Molson. Très impliqués, notamment à l'Université de Montréal, d'ailleurs. Mais je ne serais pas surpris si un jour Julien Brisebois sera le DG des Canadiens. Il y a des rendez-vous historiques ratés partout. Là. Celui-là, il n'est pas encore raté. On ne pourra pas dire qu'il est raté tant que c'est pas trop tard. Il était un finaliste quand Marc Bergevin a été nommé, parce que les 3 finalistes à ce moment-là, c'était Marc Bergevin, Julien Brisebois et C'était pas Vincent D'Anfos, l'autre? Non, c'était... Parce que Vincent était considéré comme directeur général. Non, un instant. Pourquoi le nom m'échappe? Il faut remonter à 2011. Pierre Maguire. Ça fait longtemps. Là. Pierre Maguire. Pierre Maguire. En 2012, oui. Pierre Maguire, Marc Bergevin puis Julien Brisebois. OK. J'ai fait l'exercice. Le trio Joe Veleno, Zachary Bolduc, Patrick Laine serait le 2e trio dans 5 des 32 clubs de la Ligue nationale et le 3e trio dans 10 autres des 32 clubs de la Ligue nationale. Ça veut dire que dans la moitié des clubs de la Ligue... Quel exercice t'as fait? Je suis curieux. Regardez les trios, la composition des trios des autres équipes. Mais c'est subjectif. T'as compté les points. Alors, fais-le, puis reviens-moi demain, puis dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que tu ne places pas ces 3 gars-là au moins sur un 3e trio dans 10 clubs, puis sur un 2e trio dans 5 autres. Ça veut dire, si on regarde le verre à moitié plein, là, c'est une maudite bonne nouvelle d'avoir le luxe, d'avoir des gars de même que tu es obligé de laisser de côté. L'année, on n'en parle pas, il est blessé, mais c'est une blessure fantôme rendu là, Tony. On sait qu'il est apte à jouer. Fait que tu as un trio complet qui jouerait de façon régulière dans un club sur 2 de la Ligue. Là, pas un Calvance qui perce l'alignement ce soir. J'ai pas eu le temps de faire l'exercice, je vais le faire, mais un 2e trio dans combien de ligues? Pas beaucoup. Dans 5 clubs. Dans 5 clubs. Est-ce que tu t'en souviens, c'est qui les clubs? Non, mais je peux te le publier. OK. J'aimerais le voir. J'aimerais faire l'exercice. Même là, donne-moi pas l'information. Parfait. Je vais faire l'exercice moi-même, puis on va se comparer. Parfait. Alors, et tu as le luxe d'avoir ces gars-là de côté. Tu as Zachary Bolduc de côté ce soir. Écoute, c'est Bolduc puis Veleno. Ça demeure une erreur, ça, mais c'est des choix faciles. C'est 2 jeunes joueurs. Veleno, moins jeune, il fait 25 ans. Bolduc, il a 22 ans. Bolduc, l'an passé, c'est ton saison recrue dans la Ligue nationale. Ouais. Je te donne un exemple. Est-ce que tu pensais vraiment que Martin Saint-Louis aurait laissé un gars comme Gallagher de côté ce soir? Non.
Impossible. Non, mais arrêtons avec Gallagher. Là. Qu'est-ce qu'on reproche à Gallagher encore? Là? Non, là, c'est pas qu'on reproche. Non, mais on sort d'une pause, d'un break de 3 semaines. Le gars, il est frais comme une rose, il est comme un œuf. Ouais. Tu veux laisser un valeureux Ça, c'est guerrier, sûr. un vétéran comme ça, Toi, dans c'est les qui, là? estrades, L'addition, au premier c'est qui? match en revenant Texier? de la pause? Texier? Je vais t'expliquer une chose. C'est juste Martin, Texier. aujourd'hui, là, il dit « Je m'attends pas à grand-chose de Slav puis de Suzuki. » puis de Kapanen, parce qu'ils arrivent de 6 heures de décalage, puis certains ont joué beaucoup de hockey, puis c'était émotif, puis tout ça. Puis Et Texier on aussi ne devrait pas être surpris qu'ils leur donnent pas beaucoup de minutes. Alors, Texier aussi arrive des Jeux olympiques. Tu avais une option facile, parce que les 3 autres, tu peux pas t'en passer, sont sur ton top 6. Tu avais une option facile de dire à Alex... Oui, mais Texier s'est pas rendu en finale, par exemple. C'est pas Texier, grave. ça fait longtemps qu'il n'a pas joué son dernier match. Il a fait des matchs de relégation. Oui, je comprends. Quand il a joué, il tournait aux 2 chiffres, il n'y avait pas d'autres en France. Ouais. Il y a eu le décalage, lui aussi. Il a tout eu la même affaire. Ça, je te le donne. Pour le même principe, je te le donne. Il y avait une solution facile de dire à Texier, on va le tasser, on va mettre Bolduc ce soir. Tu comprends? Parce qu'éventuellement... Moi, je le dis, il y a un Alex de trop, là. Texier d'un jambe. Là, tu mets les 2 Alex ensemble. Tu crées la compétition. Tu dis que le meilleur gagne, le meilleur des 2 va rester dans le line-up. Voyons, Alex Newhook va rester dans l'alignement, on le sait. Alors, puis Alex Texier est là parce qu'Alex Newhook s'est cassé la cheville. On sait que Martin apprécie beaucoup Alex Texier comme joueur. Là, évidemment, il y a eu son mot à dire dans la prolongation de contrat de Alex Texier. Il y en a plusieurs qui se demandent pourquoi le contrat est venu si vite que ça. Écoute, je pense que, 1, il l'apprécie. 2, c'est pas cher, 2,5 millions de dollars par saison. Tu peux l'avaler sans problème. 3, le fait que son agent, c'est Dan Milstein, qui est l'agent de Ivan Demidov. Il veut avoir une belle relation avec cet agent-là parce qu'ils veulent pas que Milstein joue du hardball avec le Canadien quand vient le temps pour prolonger le contrat. Tout à fait. De Demidov. Cette game de poker-là, effectivement, tu peux pas niaiser le client d'un agent de ton autre Top Gun qui est Demidov. Tu as tout à fait raison. Par contre... T'es même prêt à donner 200-300 000 de plus s'il faut, là. Parce que... on va te présenter une statistique très intéressante que Nick Cloutier a fouillée pour nous aujourd'hui. Ah oui? Il dit, c'est curieux, on laisse de côté 2 gars sur 3... Puis regarde le tableau des mises en échec par les attaquants du Canadien depuis le début de la saison pour jouer contre un club Bolduc solide. et Veleno, ça doit être dans le top 5. Veleno 1, Bolduc 2. Ben oui. Tu laisses de côté ce soir 234 mises en échec, Tony. T'envoies 234 body check dans les gradins contre les Islanders de New York. Une équipe qui, à défaut de manger les bandes, joue de façon schématisée, méthodique. Une équipe que tu as besoin de frapper. Il faut que tu sois dans la face de cet adversaire-là pour avoir une chance de gagner à la fin de la soirée. Ce bout-là, pour vrai, là, c'est tellement pertinent. Mais la vérité, dans le cas de Veleno, c'est que l'acquisition de Dano lui a fait mal. Ah ben oui. Ah oui, il n'y a pas de doute. Parce que là, tu as Dano, puis là, tu as Jake Evans. Exact. Donc, et avec les 2 en santé, ça va être... 2 joueurs de centre, ça fait mal à Joe. Avec les 2 en santé... Ça va être difficile pour Joe de rentrer dans l'animal de sur une 3, non? Tu sais, Evans avec Newhook et Bolduc, dis-moi pas que... Moi, je trouve ça très intéressant comme trio. Tu vas me dire, tu sais, c'est pas les plus grands playmakers. Je parle de Bolduc et Newhook, c'est vrai. Manque peut-être un passeur. Mais ils vont faire de la place à Bolduc, que ce soit peut-être après la date limite des échanges. Moi, écoute, là, j'ai la misère à comprendre que si les séries commencent demain, que Bolduc ne jouerait pas. Tu peux pas. Est-ce qu'on n'a pas vu avec le Canada que tu peux pas laisser des buteurs à la maison? Exact. Julien Brisebois t'a dit, j'ai eu l'impression qu'on jouait vraiment du bon hockey, mais qu'on avait l'air la misère à marquer des buts. Je suis convaincu, sans le dire, là, que quand il était là-bas, il se disait, Connor Bedard, on aurait peut-être dû l'amener. Mais les séries commencent demain. Est-ce que Michael Hayes joue? Moi, je pense que oui. Il faut que tu lui fasses la place, là. Parce que lui, il s'en vient ici, là. Je pense que oui. Puis l'organisation, mais écoute, il y a plein d'étoiles qui sont ajoutées dans le c'est des heureux problèmes, de ça. Ben oui. C'est un signe d'une équipe qui maintenant commence à avoir la profondeur, qui maintenant commence à ressembler à une grosse équipe. Là. Puis j'espère que personne n'est fâché que le Canadien, Martin Saint-Louis, agisse de la meilleure des façons et la seule façon possible. Donner le filet à Samuel Montembeault ce soir. Je trouve ça extraordinaire comme décision. Parce que là, tu te dis, on revient de la pause. Ouais. Il a été excellent dans le dernier match avant la pause. Moi, je repars avec mon vétéran. OK. Probablement que c'est déjà acquis que le départ de samedi est à Daubèche. C'est déjà acquis. Il l'a dit déjà. Pas grave. C'est Montembeault ce soir. La symbolique est là. Elle est forte et je suis content de ça. Moi, personnellement, quand Martin Saint-Louis dit hier, écoute, je peux te dire que dans les prochains 2 matchs, Montembeault va en jouer un, puis Daubèche va en jouer un autre. Moi, personnellement,
C'est intéressant que toi, tu trouves que c'est symbolique. C'est intéressant. Ben oui. J'avais pas pensé ça parce que, moi, personnellement, que Montembeault joue ce soir, de Beige samedi ou vice-versa, c'est quoi la différence? Ben, c'est 2 clubs que tu dois battre. C'est deux clubs dans avec l'Est. lesquels tu vas peut-être lutter si tu glisses. C'est 2 clubs dans l'Est. pour J'ai une comme place l'impression d'équipe qu'après ces départs-là, ça va en dire long sur qui va commencer le premier voyage dans l'Ouest. Ben, moi, je Parce que qui va commencer le premier voyage dans l'Ouest, Ouais. il y a des fortes chances que le gardien but qui va jouer le premier match dans l'Ouest va jouer le 3e, puis l'autre va jouer le 2e. sur un dos à dos. Donc, Exact. système d'alternance pour les 5 premiers des 25 matchs restants. C'est Oui. un peu ce que tu vois. Oui, disons, système d'alternance, oui et non. Donc, Montembeault joue ce soir, Debelle joue samedi soir. Le meilleur des 2 performances, c'est celui-là qui va commencer le voyage dans l'Ouest À qui on va donner mardi. et qui va avoir le 3e match dans l'Ouest. C'est tout. Puis là, après cette voyage-là... Il peut en avoir 2 de suite aussi. Là. Oui, mais... Et là, ça fait... C'est arrivé combien de fois cette année que le Canadien a utilisé le même gardien? 2 matchs en 2 soirs. 1 fois. Exact. Non, pas 2 matchs en 2 soirs, mais le mardi 2 et départs vendredi, de suite, je 2 départs de comprends. suite. Oui. OK. Très beau duel, Matthew Schaefer, Lane Hudson. Ah, ça, c'est... Parce que là, Schaefer est en lutte avec Demidov. Il n'y a pas vraiment de lutte. Schaefer va avoir le Calder. Demidov va finir bon 2e. Je pense, si je devais engager, même si Demidov finit avec le plus de points, Matthew Schaefer, on va regarder un tableau maintenant qui va nous montrer son excellence, là. Mais aussi, une autre chose, c'est que Matthew Schaefer joue avec moins de talent que Demidov. Tu demandes à n'importe quel partisan de hockey, là, Matthew Schaefer, il joue avec qui? Ils vont te dire qu'il joue dans la même équipe que Bo Horvat puis Mathieu Barzal. Exact. Après ça, il va falloir que tu y penses aux autres joueurs. Là. Ouais. Lane Hudson joue dans une brigade défensive avec Noah Dobson, Mike Matheson, puis avec des attaquants comme pas Lane Hudson, mais je veux dire, Demidov joue avec Lane Hudson, Matheson, Dobson, Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Pour un entraîneur qui joue du hockey très offensif aussi, non, c'est normal qu'il va récolter beaucoup de points. Écoute, je vais rien enlever à Demidov, c'est excellent, puis je serais pas surpris qu'il gagne le trophée Calder, mais je mettrais mon argent sur Schaefer. Ah, ben complètement. Et on peut mettre un vieux 2 aussi, que Schaefer va être en lutte avec des gars comme Makar, Hughes et surtout Hudson pour le oui, trophée mais nous, on Norris parle aujourd'hui, pendant là. 10 ans. Oui, mais il reste 25 matchs, là. Exact. Si Schaefer connaît un mauvais 15 sur 25 Et qui est matchs... Jack Adams, Patrick Roy ou Martin Saint-Louis? Lindy Ruff. Soyez prudents en traversant la rue. C'est une bonne réponse que je t'ai donnée, là. Emil Heinemann est en ville. Et moi, Faites attention. Lindy Ruff. Alexandre Daigle, le premier choix au retour. Ciao, Bello. Lindy Ruff. Le premier choix, Alexandre Daigle. Maintenant, ça fait longtemps. Des goals, comment ça va? Je m'ennuyais, mon JC. Ah, moi aussi, Yes. C'est toujours un réel plaisir. Casso est en ville. Yes. Peut pas ne pas être considéré, surtout s'il fait série pour le Jack Adams. Écoute, on n'en parle pas. Il n'y a personne qui en parle à travers la Ligue. On dit beaucoup de John Cooper, Dan Muse, puis tout ça, mais écoute, ils ont fini dernier ou avant-dernier. Ils étaient dans la cave. Ils ont changé de directeur gérant. Ils ne savaient même pas qu'il allait garder sa job. Finalement, il garde sa job, puis il devient une des équipes qui peut faire encore les séries. C'est sûr que Schaefer a beaucoup amélioré l'équipe, mais en même temps, il n'est pas tout seul, là. Donc, ça prend un coach, puis il a très, très bien coaché ça. Il y a 18 ans et demi, là. Exact. Oui. Puis il a joué 17 matchs l'année d'avant, là. Ouais. Donc, vraiment, là, c'est vraiment impressionnant pour lui. Mais pour Patrick, moi, je pense que si ça continue de faire les playoffs, il y a une grosse chance de le gagner encore. Tu sais, à moins d'une déroute totale, Bednar va être dans la conversation au Colorado. Cooper mériterait d'y être à Tampa Bay. Je pense que Martin Saint-Louis mérite d'y être. Tony parlait de Lindy Ruff à Buffalo. Fait qu'on a à peu près 5 candidats. Parmi ces 5 clubs-là, là, tu mets au défi de me dire que Patrick a le meilleur club sur papier. Voyons donc, il y a le pire et de loin. Ben, c'est pour ça que je dis qu'à toutes les années, il donne souvent à un gars qu'il a la pire équipe sur papier. Exact. Donc, Rick Tocchet l'a gagné à Vancouver. C'est toujours comme ça. Donc, pour ça, moi, je pense qu'il y a une chance. Ça s'enligne beaucoup que John Cooper, là, son nom, là, ça fait longtemps qu'il a gagné 2-3 coupes, il l'a jamais gagné, puis tout ça. Donc, puis avec les séquences qu'il y a, avec les 5 blessés à défense qu'il y a eu toute l'année, donc il devrait le gagner, mais au moins Patrick devrait être en nomination. Leafs Panthers ce soir, 2 clubs en danger de rater les séries éliminatoires. Écoute, je te dirais que peut-être la Floride a une chance entre les deux, là, parce que là, Glad est revenu. Il y a juste Jones à la défense qui n'est pas là.
Tkachuk est revenu. Il y a peut-être une petite run qui peut se faire, mais ça sera pas long. Là. D'ici le 6 mars, s'il n'y a pas une série de victoires, Zito va faire une coupe de changement. Tu penses? Hein? Ben, je pense parce que tu as Bobrovski qui a de la valeur. Il pourrait aller chercher quelque chose. Il n'y a pas de contrat pour les prochaines saisons. Il va pouvoir leur signer cet été. Bobrovski ne signera pas un contrat à long terme. Il va peut-être un rental player. Il va peut-être gagner une autre coupe. À moins qu'il garde, c'est ça, short term cet été, en disant ça a été une année Mulligan, on a perdu Barkov, Act of God, on se reprend, puis on gagne une dernière coupe, après ça, on verra. Ben, absolument. Parce que, tu sais, il a réglé pas mal toutes les pièces de son puzzle. Pas sûr qu'il va se délester de Bobrovski. Non, je pense pas. Puis Bobrovski va prendre moins d'argent parce qu'il va avoir moins d'argent sur le marché anyway. Puis s'il s'en va en Californie, c'est 50 d'impôt au lieu de 27. Il va le considérer beaucoup. D'après moi, il va le signer à rabais, mais il va l'envoyer à une autre équipe pour pogner peut-être un choix de 2, un choix d'1. J'aime ça, les anciens joueurs, avec la calculastresse. Et s'il y a un push à faire, ça peut être eux autres. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Les Leafs oublient ça. Oublie ça. Avec le match qu'on a vu hier, c'est sûr que contre Tampa Bay, c'est très, très difficile. Tout le monde a de la difficulté, mais moi, c'est défensivement. C'est l'équipe qui donne le plus de buts dans la conférence. Tu peux pas gagner des matchs comme ça. Tout le monde le sait, là, mais Matthews a beaucoup plus de difficultés à marquer des buts depuis que Marner n'est pas là. Puis ça ne changera pas parce que je pense pas que Max Domi fasse la différence pour lui. Donc, regarde, puis c'est lui qui va être la bougie d'allumage, marquer des buts. T'as Nice, puis t'as McMahon, mais à part de ça, t'as pas grand-chose. Là, je veux pas mettre le cercueil en avant du corbillard, mais il y a pas mal faillite du projet à Pittsburgh avec la blessure de 4 semaines de Sidney Crosby. Alors, on peut penser que ça va glisser. Il y a seulement 2 clubs que je vois là, qui semblent vouloir venir picosser les Islanders dans la métropolitaine. Et ce sont évidemment les Caps de Washington et les Blue Jackets de Columbus. Je te dirais que j'ai beaucoup de faith un Caps parce que Dubois est revenu. Depuis qu'il est revenu, ça va faire une grosse différence. Là, ils ont 2 gros centres, comme l'année passée, dans le fond. Là. Puis la défense sont très solides. Donc, pour moi, puis Thompson, c'est un vrai gardien de but de la Ligue nationale. Donc, eux autres, ils ont une chance. Je te dirais que les Blue Jackets, je ne sais pas s'ils sont du fume, je ne sais pas ce que Rick Bonus a mis dans leur cocktail, là, mais c'est comme 7-8 matchs. Je ne sais pas si ça va continuer. On connaît Rick. Il est capable de les rendre dans les séries éliminatoires. Les séries éliminatoires, ça n'a pas été très, très bien toute sa carrière. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose d'eux. Ils étaient à 2 points. D'après moi, ils vont peut-être être encore à 2 points. L'an dernier, ils ont mordu la poussière. 2 points. Ça pourrait être... Je suis un peu d'accord avec toi. Ça pourrait être la même affaire cette année, mais il faut voir jusqu'où les Pingouins vont glisser. Les autres, c'est pas mal fini, là. Philadelphie, bon... Ouais, mais pour les Pingouins, c'est peut-être une bonne chose parce qu'ils ont beaucoup de choix au repêchage. Puis là, il y a une couple de joueurs qui pourraient se faire échanger. Russ pourrait se faire échanger. Rackle. Aller chercher des bons choix très hauts. C'est un petit peu ça le plan là, de Dubois, mais là, ça a comme changé. Ils ont commencé à gagner, puis Daniel fait de la différence. Oui, puis là, on acquiert Samuel Girard. On acquiert du salaire, on en libère de pas grand-chose en retour en Brett Kulak. Ça, c'est ton bon point. 44 millions, quelque chose comme ça, à signer des joueurs cet été. D'après moi, il va y avoir beaucoup de shopping. S'il est capable de faire une coupe d'échange, chercher d'autres choix, peut avoir quelque chose. Ça va sûrement laisser... Est-ce que Sid va bénir le deal? Ben, moi, je pense que oui. Je pense qu'il va continuer à rester... Parce qu'il est là pour une autre année au moins. Peut-être une prolongation de contrat aussi. Sûrement. On connaît le prix. Oui, c'est 8,7. Peu importe. S'il joue jusqu'à 62 ans, ça va être 8,7. Ben oui, 4 ans, c'est 5 à 6 millions par année. C'est 25 millions qu'il va donner au fond des Penguins de Pittsburgh. Oui, exactement. OK, les Gaules, merci beaucoup. Excellente soirée, bon match. On se voit demain. Oui, avec grand plaisir. On va s'arrêter en pause. En fait, tu me l'apprends. Mais, je suis pas fort. T'es déçu, là? Pas tout. Je t'ai cassé Pas ta tout. soirée. Je suis comme la haine. Très, très content. Restez pas trop loin. Montez le volume. Au retour, un tête-à-tête exclusif avec le défenseur du Canadien, Alexandre Carrier, et en rafale, le coach Danny Dubé et Renaud Lavoie. Tout ça sans peu. Et comment ça va? Ça va super bien. Toi aussi? On s'est vu très bien. On s'est vu il y a 15 mois, ou il y a 25 livres dans mon cas. Tu venais d'arriver, il y avait eu la transaction avec le Canadien. On a partagé un burger pour fêter ça. 15 mois plus tard, tu as fait un tour de la Grande Roue de Montréal. T'as-tu pris toute la mesure, là, vraiment, de ce que c'est, puis tout le recul nécessaire pour dire « Wow, OK », puis c'est encore plus gros que je pensais, finalement? Oui, finalement, c'est impressionnant. Je suis encore autant choyé, autant content d'être ici qu'il y a maintenant au-dessus d'un an.
c'est un honneur de représenter les Canadiens, puis on essaie de le faire de la meilleure façon, mais c'est une grosse bébite quand même, les Canadiens de Montréal. C'est pas, on est évidemment dans la méca du hockey, dans le plus gros marché de la Ligue, donc il y a plein de choses à travers de ça qu'on s'est ajusté, mais toujours aussi content d'être ici. C'est drôle que tu me dises ça, puis je vais aller tout de suite dans une des questions un peu plus par rapport à ta game que j'avais pour toi. Tu sais, quand tu joues ailleurs dans la Ligue nationale, tous les joueurs de hockey, je veux dire, tu peux pas avoir du ciment dans les bottines debout sur la pédale à gaz pendant 82 matchs tout le temps. Il y a tout le temps des périodes un peu plus creuses. T'en avais pas eu. T'en as eu un petit slump à l'automne. T'as-tu constaté à ce moment-là que c'est plus gros que n'importe où ailleurs à Montréal? Parce qu'il n'y a personne qui t'aurait parlé de ça. Et probablement que personne l'aurait même remarqué à part toi-même dans un marché comme Nashville ou ailleurs dans la Ligue nationale. Ah, c'est vrai. Je pense que ça fait partie des ajustements qu'en tant que joueur, quand tu arrives dans un gros marché, surtout en étant un Québécois ici, ma famille est ici. On se mettra pas la tête dans le sable. On est au courant de ce qui se dit dans les médias. On essaie évidemment de l'éviter le plus possible quand ça va moins bien, mais je pense que ça fait partie de l'ajustement. Mais aussi avec l'expérience que j'ai eue dans les dernières années, c'est pas mon premier slump. C'est malheureusement probablement pas mon dernier. C'est juste de trouver un équilibre là-dedans, puis vraiment de remettre les choses en perspective des fois, puis juste de recommencer à la base, le travail, puis tout ça. Donc, il y avait un coach dans le passé qui me dit, quand tu es dans un slum, c'est à quel point tu te rends bas. Là, tu peux avoir un slum que tu te rends vraiment au fond du baril, mais si tu es capable de te maintenir un petit peu plus haut que le fond du baril, puis remonter plus vite, ça l'aide dans ce temps-là, mais ouais, c'est ça. Es-tu content de comment tu y as fait face? Parce que de l'extérieur, moi, je dois te dire, tu as eu énormément d'aplomb. Il n'y a pas une fois où je t'ai senti shaké dans les apparitions médiatiques. On t'a pas vu sauter un tour dans les entrevues. Tu as toujours continué de dire oui pour rencontrer les gars, les filles du beat, puis tout ça. Tu avais énormément d'aplomb. J'ai pas senti... Oui, ton jeu a eu un léger ralentissement, mais ton caractère pantoute, on dirait que tu as vraiment fait face à ça avec beaucoup de distinction. Bien, je savais que c'était une question de temps avant que ça revienne. Pour l'avoir vécu dans le passé, j'avais des outils pour me préparer à ça, pour m'adapter. Fait que, oui, les médias, je pense que les médias sont super bons avec moi. J'essaie d'être leur redonner l'appareil aussi. Fait que je pense que quand ça va moins bien, quand ça va très bien, faut que tu te présentes quand même devant eux puis répondre à leurs questions. Puis tout le monde a été bien correct avec moi non plus. Là, c'est pas comme si j'avais la tête entre les deux jambes pour aller répondre aux questions. Donc, tout ça ensemble fait que c'est sûr, un slum, tu essaies de sortir de ça le plus vite possible, mais quand tu as une équipe quand même qui performe collectivement, ça t'aide à sortir de ça individuellement. Quand Martin et Steph te disent tu vas pairer avec Lane Hudson, qu'est-ce que c'est de jouer avec, j'ai envie de dire, ce petit gars-là, mais c'est tout un joueur de hockey. Comment c'est plus facile tout est plus facile quand tu joues avec un gars comme ça? Ben, c'est un gars qu'on se le cachera pas, un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale. Très bon défensivement aussi, son éthique de travail, la façon qu'il... j'ai juste un mot en anglais, mais qui compete, qui va se présenter à chaque match, puis sa patience, c'est ça. Toutes ces qualités-là fait que jouer avec Lane, c'est extrêmement facile. Il y a tellement de talent, mais il y a aussi son éthique de travail qui vient avec ça. Puis être son partenaire, il faut que tu t'ajustes parce que il va faire des choses un peu plus flyées des fois. Mais non, c'est tellement facile à jouer avec lui. Il y a quelque chose de spécial dans ce groupe-là, Alex, ici à Montréal, hein? Absolument, oui. Je sais qu'on le dit beaucoup dans les médias, les joueurs, mais il y a vraiment quelque chose de cool. Mon frère, il a eu la chance de venir avec nous pendant le mentor trip cette année, au lieu d'être un père ou une mère. C'est cool que tu as amené ton frère, d'ailleurs. Bravo pour ça, parce qu'il a vraiment été un mentor pour toi, puis il a ouvert la voie, comme ton père l'avait ouvert à l'époque aussi. C'est une famille de joueurs de hockey, vraiment de père en fils. Exactement, puis si c'était pas de mon frère, c'était pas de mon père, puis évidemment de ma mère, ma famille, je serais pas ici, fait que c'était vraiment cool. Tu sais, mon frère, il a joué junior major, il a été repêché à Washington aussi. Il a jamais vécu l'expérience professionnelle parce qu'il est allé universitaire, fait que c'était cool de vraiment l'avoir, puis c'est même lui qui m'en a parlé à quel point on était proches. Il sentait, je vais dire ça, c'est quand même une anecdote quand même, mais il sentait que c'était comme l'ambiance junior, mais sur les stéroïdes, là, il était comme, on est autant proches, on joue aux cartes partout, on blague, on rit, puis quand c'est business, mais de le faire dans les avions privés, dans les hôtels 5 étoiles, c'est une autre game aussi, là. Puis en même temps, il n'y a pas de... On dirait que
tout le monde marche quand même le corps droit et les oreilles molles. Tu comprends ce que je veux dire avec ça? Il n'y a pas vraiment de cas problème dans cette équipe-là. Il n'y a pas de débordement. Les gars sont disciplinés. Moi, ce que j'entends, là, des gens qui sont sur la route avec vous autres puis qui vous voient, tu sais, il n'y a pas de débordement. On part pas ça bombe, ça route, sous prétexte qu'on n'a pas de match le lendemain. On va prendre une petite bière, un verre de vin, mais on n'exagère pas. Mais on reste quand même dans le plaisir puis la franche camaraderie. Il y a vraiment cette ambiance bon enfant-là qui est extraordinaire. Oui, vraiment. Puis pour l'avoir vécu avec d'autres équipes, c'est la première fois que je sens qu'un groupe est aussi proche. Puis c'est vrai que quand on arrive sur la route, on a du plaisir, on va souper ensemble, on s'amuse, mais on sait ce qu'on doit faire le lendemain ou bien quand on arrive à l'aréna. On représente les Canadiens, on sait le standard de nos partisans puis de l'organisation. Fait qu'on veut représenter l'équipe le mieux qu'on peut. Puis évidemment, le but final, ce serait d'aller chercher la Coupe Stanley. As-tu l'impression que ça peut aider à soulever la montagne? Tu sais, cette énergie-là qui amène un peu d'innocence ou d'insouciance de gars qui, d'abord, pour la plupart, n'ont pas connu autre chose dans la Ligue nationale, pas connu d'autres marchés. Ouais. Fait que pour eux autres, Montréal, c'est l'Everest, le sommet de l'Everest, puis ils ont probablement raison d'ailleurs, mais qui aussi connaissent pas la peur parce qu'ils n'ont pas connu les grands revers puis tout ça, et vont arriver à plein de confiance dans le parcours des séries éliminatoires en disant on peut battre n'importe qui, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand tu as une énergie comme ça, puis tu as un groupe soudé de même, il n'y a rien qui est impossible. Absolument. Je pense que c'est un couteau à deux tranchants aussi. Tu sais, on est une des équipes la plus jeune de la Ligue. Tu sais, on est arrivé l'an passé, on a fait les séries. Cette année, il y avait plus d'attentes. Tu sais, je m'attendais peut-être avec un jeune groupe qu'on soit peut-être au-dessus de nos affaires un peu, mais vraiment, à l'inverse, on continue de s'améliorer tout au cours de la saison. Puis je pense que ça part de l'encadrement de notre leadership dans la chambre, leadership avec le coaching staff, tout ça qui fait en sorte que tu regardes nos jeunes joueurs, faut leur demander de sortir de la glace tellement qu'ils veulent s'améliorer puis continuer à pousser. Fait que je pense que quand nos jeunes, ça part de eux puis ça part de nos plus vieux, tout le monde s'améliore puis tout le monde continue à progresser. Puis ça, c'est super important. Le 6 mars, c'est la date limite des transactions. Est-ce que ça amène une certaine nervosité? Est-ce que tu sens que le groupe est un petit peu plus nerveux? Toi, personnellement, comment tu abordes ça? Considérant que tout le monde regarde Jeff Gorton, Kent Hughes en disant il faut améliorer l'équipe. Il y a un coup à jouer cette année dans l'Est. Il faut ajouter quelques éléments. C'est quoi ton comportement, ton attitude par rapport à ça? Puis qu'est-ce que tu sens du pouls du vestiaire? Oui, bien, chaque année, c'est différent, dépendamment t'es où dans le classement. Tu sais, l'an passé, on se rappelle, on voulait rentrer dans les séries. Fait qu'on voulait leur forcer la main à ne pas faire d'échange. Fait que je pense qu'on est un peu dans une situation différente cette année, qu'on est en meilleure position. Mais à chaque année, c'est pas facile. Là, y a des rumeurs que tu sois dans les séries ou pas. Donc, évidemment, on est au courant de ça, mais on essaie de se concentrer vraiment sur ce qu'on est capable de donner. Puis, tu sais, ça recommence demain, mais il nous reste plusieurs matchs avant le 6 mars. Fait que c'est vraiment juste de concentrer sur notre game. Tu peux pas... tu sais, encore une fois, ce que tu peux contrôler. Oui, exactement. Mais on ne se le cachera pas que c'est tout le temps une partie stressante. En tant que joueur, c'est jamais facile. Mais si tu restes concentré au hockey puis tu contrôles ce que tu peux puis tu gagnes des matchs, ça l'aide toujours à rester le groupe intact. Sur une note un peu plus personnelle, en terminant, il y a un bébé boom dans l'organisation et tu fais ta part pour la patrie et repeupler le Québec et poursuivre la lignée des Carriers. Bravo pour ça. Merci. Vous avez eu un premier événement, je pense, une échographie hier. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Oui, fébrile, vraiment. Super excité. J'ai vu mon frère plus vieux, qui a une petite fille qui a bientôt 3 ans, qui va avoir 3 ans cet été. Fait que de le voir, lui, à travers ça. J'ai beaucoup d'amis proches aussi qui ont des enfants. J'étais prêt à ça, j'étais excité. On a été chanceux, ça a fonctionné assez rapidement. Puis jusqu'à maintenant, c'est positif. Il n'y a pas d'enjeu. Là, tout est beau avec les échos et tout ça. Donc, on est super reconnaissant. Mais ça va changer notre beat un peu cet été, pour le mieux, par exemple. Puis vraiment excité que ça arrive. Est-ce qu'un jour, elle pourrait porter les couleurs avec de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques ou il pourrait porter les couleurs de l'équipe? Ça va être une L. Fait que, on espère. Écoute, c'est un rêve en tant que n'importe quel athlète va aller aux Jeux olympiques. Fait que si jamais notre fille peut se rendre aux Jeux olympiques, ce serait un rêve pour moi et ma conjointe, évidemment. Merci d'avoir pris le temps, Alex. Merci bien gros. Bonne fin de saison. Merci. Et à très bientôt. Bientôt.
retrouver Danny Dubé dans la salle du coach au Centre Bell. Comment ça va, Danny? Très bien, très bonne entrevue, JC, avec Alex. On en prendrait des de même. On en prendrait 20 des comme ça. Quel actif, c'est ce que j'allais te dire. Je voulais t'entendre réagir là-dessus. Hors pair, ambassadeur hors pair, il est parfait. Il est parfait. Tu cherches ça dans ton organisation, des joueurs comme ça. T'as rien à lui reprocher. C'est un bon gars d'équipe. C'est un travailleur acharné. C'est un courageux. Vraiment un bon ambassadeur pour l'organisation. Non, vraiment très bien. Quelle acquisition extraordinaire. J'en reviens pas encore. OK. Confrontation ce soir. Matthew Schaefer. Certains disent Ivan Demidov. Mais, tu sais, on veut bien, mais je pense que le Calder va aller à Schaefer cette année. Mais Matthew Schaefer et Lane Hodgson vont être sur la ligne de feu pour le Norris pour peut-être 10-12 ans encore, Danny. Oui, exactement. Puis moi, ce soir, je suis vraiment curieux de les voir en confrontation. Ouais, j'ai pas une question, mais c'est une impression que j'aimerais avoir de ta part. Partage-moi ça. D'après toi, là, le défenseur qui arrive dans la Ligue nationale, puis c'est un défenseur que tu considères comme un défenseur qui joue, qui va vous jouer un rôle prépondérant dans son équipe, un défenseur élite. À sa première année, un gars comme ça joue combien de minutes par match? Ben, surtout que quand il arrive au camp, il a 17 ans. Là, il fait le club à 18. Là, mais c'est vrai, là, quand il commence, il a 17, lui-là. Là. Il fait le club. L'année d'avant, il a joué son âge. 17 matchs. Moi, je vais te dire, il va commencer l'année. À 10 matchs, s'il est bon, ça se peut qu'on le garde. On verra, on va réévaluer ça. Au fait, on va peut-être le prêter à Équipe Canada Junior. On va voir ça. Puis, tu sais, sporadiquement, on aimerait ça. Si jamais il est ici passer l'année, peut-être une coupe de deuxième bague d'avantage numérique après Noël. Moyenne de temps d'utilisation autour de 14 minutes, 15 minutes. On va y aller tranquillement. On veut pas le brûler. Mais non. Mais écoute bien ça. T'es bien appuyé, là? Oui. Le chiffre magique, là, c'est 20 minutes. OK? Je vais te nommer des joueurs, là, qu'on considère comme des joueurs vedettes dans la Ligue nationale. À leur première saison, ils n'ont pas été dans la Ligue américaine. Makar a joué 21 minutes après sa première année. Quinn Hughes a joué 21 minutes, 53 secondes de sa première année. Je te parle de moyenne, évidemment. Werenski, 20 minutes, 55. Dahlin, 21 minutes et 7. Scannon, 23 minutes. Lane Hodgson, 22 minutes. Et Schaefer, 24 minutes. Aïe, aïe. Schaefer a 18 ans, Schaefer joue 24 minutes. Je regardais ensuite à leur dernière année ou à leur année actuelle pour voir un peu l'écart entre leur première saison en termes de temps de jeu et aujourd'hui. Puis la moyenne, là, c'est une augmentation d'à peu près 3 minutes. Et ça vient justifier ce que tu expliquais. Là, on commence à peaufiner le temps de jeu, à choisir des séquences où on va les envoyer tout le temps. Là, il y en a qui sont tout le temps sur la patinoire. Dahlin fait partie de ceux-là. Alors, ça veut dire qu'Hodgson, à échéance, va jouer à peu près 26 minutes par match, puis Schaefer va jouer à peu près 27 minutes par match. C'est pas extraordinaire, ça? C'est fou raide. Fou raide. On parle de moyenne, là. Fou raide. C'est... Puis, tu sais, on parlait... Martin en a parlé plus tôt cette semaine, Danny. Justement, tout le biomédical qui est disponible maintenant, les télémétries et autres, et qui permettent d'avoir un regard très, très, très précis, très juste de la condition physique d'un athlète et de ses besoins, d'établir ses besoins en récupération, puis tout ça, pour être capable d'être dans une forme le plus optimum que possible pour disputer des matchs. Est-ce que ceci explique cela, selon toi, Danny? Est-ce qu'il y a un peu de la médecine sportive et des avancées technologiques qui permettent de croire à faire jouer un gars 27 minutes par match, 82 matchs dans des calendriers un peu fous, sans que nécessairement il raccourcisse sa ligne de vie? Ben écoute, de toute façon, la chose qu'on sait au départ, oui, je te dirais, la technologie, les techniques d'entraînement, la discipline des athlètes également, leurs compétences comme athlètes au niveau des techniques d'entraînement, ils se connaissent mieux leur corps, travaillent mieux, sont plus sensibles parce qu'ils ont été éduqués sur une plus longue période, travaillent avec des gens plus compétents. Tu sais, tu vois, les jeunes aujourd'hui, ça a 16-17 ans, on est préparateurs physiques.
Fait que si t'es un préparateur physique à l'âge de 15-16 ans, d'après moi, 23-24, tu connais ton corps pas mal, là, tu sais. Ouais. Fait que tu sais comment gérer tes blessures ou tes malaises, comment travailler avec des situations où, parce que, tu sais, il y en a pas des gars qui sont 100% tous les soirs, ça existe pas, là. Tu sais, ça existe pendant 5 matchs, à peu près. Après ça, tout le monde a mal un petit quelque part, là, tu sais, ils ont des bobos. C'est la réalité de leur, ça vient avec le jacket, comme ils disent, là, c'est la réalité de cette vie-là. Donc, tu sais, moi, je regarde ces deux gars-là, puis je me dis, c'est deux joueurs qui, potentiellement, vont atteindre, je te dirais pas facilement, mais je vais te dire, c'est deux joueurs qui vont atteindre les 90 points. Pourquoi je dis ça? Parce que je regarde les gars qui gagnent le trophée pour le meilleur marqueur, et pas nécessairement le Norris, mais le trophée pour le meilleur marqueur parmi les défenseurs. Puis c'est souvent, lorsqu'on donne le titre, c'est souvent autour de 90 points une saison. L'an passé, 92 pour Makar. On parlait de Quinn Hughes tout à l'heure. 92 points aussi. Yossi, en 21-22, a fait 96 points. Fait que moi, je te demande, lequel des deux, tu penses, là, c'est sûr, on pourra en reparler peut-être la semaine prochaine, parce qu'on va les avoir joués un contre l'autre. Lequel des deux va atteindre le 90 points le plus rapidement? Hudson. Entre les deux. Hudson. Aucun doute. Je pense aussi. Aucun doute. Je pense aussi parce que l'environnement de Lane Hudson est supérieur. Exact. Tu sais, on va voir, là, c'est sûr que l'échantillonnage est court dans le cas de Schaefer parce que c'est sa première année. Mais je regarde, malgré un petit échantillonnage, on sait que c'est un joueur exceptionnel. Il a un meilleur gabarit. Par contre, il est moins bien entouré que Lane. Lane Hudson, là, c'est à ma grande surprise, il a juste un but en avantage numérique. Tu sais, c'est que lui, graduellement, il va prendre encore confiance, mais surtout de l'aplomb. Il devrait améliorer son tir avec les années, prendre de la force, continuer de progresser. Tu sais, là, il est à 10 buts, il a un but en avantage numérique. Bon, peut-être que éventuellement c'est un gars de 6, 7, 8 buts en avantage numérique, mettons 10. S'il fait 10 buts en avantage numérique, 8 à 10 buts en avantage numérique sur une saison, il vient presque de doubler sa production de buts. Alors, non, c'est pas illusoire de penser que ces gars-là vont atteindre les 90 points. Mais là, écoute, Tom, la question qui tue. Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut atteindre 100 points? Ben, sincèrement, j'ai tendance à le croire aussi, mais ça commence à être de la peau 100 points pareil, là, tu sais. Quand je regarde des gars comme Makar et Hughes, Makar particulièrement, là, qui est sensationnel, qui est tout le temps sur la glace, qui a les meilleures minutes et de loin, 100 points. Mais tu sais, Lane Hudson, 90 points, oui. Puis Schaefer, éventuellement, aussi. 100 points, peut-être, Danny, peut-être. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Surtout si... Erik Karlsson, c'est le dernier à l'avoir fait, là. Ouais. Exact. Surfe encore là-dessus, d'ailleurs. D'une équipe perdante. Oui. Pardon, oui. Puis d'une équipe perdante. Tu sais, parce que des fois, tu joues pas nécessairement de la même façon que tu joues dans une équipe gagnante. Il y a quand même une limite, là, tu sais, je veux dire, à te lancer en attaque. Mais tu sais, je trouvais que je regardais les chiffres et je me disais, écoute, c'est des gars qui vont jouer en moyenne dans leur carrière 26-27 minutes. À 26-27 minutes, avec le talent qu'ils possèdent, ils vont générer de l'attaque. Ils vont produire, ils vont faire produire leurs coéquipiers. Et bien sûr, dans le cas de Lane Hudson, il est tellement bien entouré, il y a tellement de talent autour de lui que, d'après moi, ça va favoriser une plus grande production, ou une production plus importante, c'est mieux dit comme ça. Alors, moi, je pense que ça peut arriver à 90 points, ouais. 2 points en 1 pour finir, Danny. Calendrier complètement fou du Canadien. Tu persistes et signes. Oui. Faut acquérir un défenseur droitier. On a besoin de profondeur sur le flanc droit en défense. Ouais, ben moi, écoute, on avait tantôt Alex, et moi, je pense qu'on a besoin d'avoir un deuxième défenseur droitier qui est capable de jouer avec Lane Hudson. Pour toutes les raisons du monde. Premièrement, les blessures. Deuxièmement, les demandes énergétiques dans les séries d'après-saison.
Si on est capable d'avoir un duo défensif où on a un petit peu plus aussi de gabarit. Il y a plusieurs gars disponibles, là, mais il y a 2 noms qui me viennent en tête, mais c'est des dossiers, c'est des contrats à plus long terme. C'est des gars qui leur restent 5 ou 6 ans de contrat. Est-ce que ces gars-là vont être intéressants pour le Canadien? Moi, personnellement, dans les circonstances, je pense que ça peut être une alternative intéressante. La raison est simple. C'est qu'à 5-6 ans de contrat, beaucoup moins d'argent. Tu sais, si tu payes 5 millions, 6 millions actuellement, dans 2-3 ans, ces contrats-là ne seront pas nécessairement des contrats qui vont coûter très, très cher. Puis c'est surtout des joueurs établis, des joueurs d'expérience qui vont jouer dans les 4 premiers, qui prennent les minutes en avantage et en deuxième, en désavantage numérique, en deuxième vague en avantage numérique, bien sûr. Alors, moi, je pense que ça peut être intéressant, surtout considérant qu'Alex, c'est pas un joueur au gros gabarit. Je le vois plus maintenir sa position sur une 3e paire et prendre des minutes spécifiquement en désavantage numérique. Mais quoi qu'il en soit, je regarde le calendrier actuellement, puis je te laisse là-dessus. Le calendrier, là, on va jouer 25 matchs en 47 jours. Si je fais une règle de 3 puis je calcule le nombre de matchs que ça va donner dans une saison au rythme où je vais jouer dans le dernier droit, ça veut dire que l'an prochain, la saison serait terminée à la mi-mars. Ou si on va jusqu'à la mi-avril, on jouerait 95 matchs dans cette saison-là. Wow. Fait imagine le rythme, ça va être en bas de un match à tous les 2 jours, même pas 2 jours, 1,8 jours. Hey, c'est incroyable, là. Alors, on est jeune, ça va être une bonne affaire. Ronak on est jeune, c'est une bonne affaire. Ben oui. Ronak et Weegar avant Parayko, Danny, en se laissant, là? Oui. OK. Oui. OK. Oui. Plus de mobilité. J'aime Parayko, il serait dans l'équation aussi. Mais plus de mobilité pour les 2 autres. Dans le cas de Ronak, il est plus jeune, 28 ans. J'aime bien Weegar aussi. Je sais pas comment l'organisation perçoit ces gars-là, qu'est-ce que c'est comment ils voient les choses, mais pour moi, c'est évident qu'on a besoin encore d'une pièce à la défense, puis elle est à droite, cette pièce manquante. Bonne soirée, bon match, coach. Prends soin de toi. À la semaine prochaine, Danny. Salut. Samedi, le CH est au plus fort de la course. Face à Ovechkin et sa bande, il voudra consolider sa place pour les séries. Capitals canadiens, au hockey du samedi soir, dès 18h, à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. C'est maintenant Renaud Lavoie, toujours dans la salle de presse du Centre Bell. Renaud, comment ça va? Ça va très, très bien. Je t'écoutais justement parler avec Danny là, de quelques possibilités. Effectivement, quand on parle d'un défenseur droitier chez les Canadiens, là, probablement un 6e défenseur, 5e, 6e défenseur, c'est ce qu'on pourrait aller chercher, mais on va voir quel est le prix à payer, mon cher ami. Ouais, effectivement. Le prix pourrait être... Plus tu vas dans la qualité du défenseur, de ton défenseur droitier, plus le prix à payer va être élevé. Regarde, écoute, Brandon Carlo, ça n'a aucun bon sens ce que les Maple Leafs ont donné pour obtenir ces services. Ouais. Alors, je peux te dire qu'il y a des directeurs généraux qui salivent présentement dans les directeurs généraux qui ont des défenseurs droitiers de disponibles, évidemment. Renaud, les Blues passent plus dans la porte. Non, fini. Et ça a commencé pour vrai. Là. Aujourd'hui, on a décidé de placer Mathieu Joseph au ballottage avec l'objectif, évidemment, de l'échanger. Vous allez me dire, c'est parce que normalement, c'est le contraire. Tu essaies de l'échanger. Si ça fonctionne pas, tu le places au ballottage. Dans ce cas-ci, faut pas oublier une chose, là. C'est que Mathieu Joseph, il a 2 buts en 39 matchs, je comprends tout ça. C'est sa dernière année de contrat. Souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, souvent. Lorsqu'un joueur passe par le ballottage et n'est pas réclamé, il y a des équipes qui sont plus enclins à transiger pour ce joueur-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obligé de l'amener tout de suite dans ton équipe. Tu peux le céder à la Ligue américaine. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce que, justement, il n'a pas été réclamé au ballottage. Donc,
ce n'est pas parce qu'il n'est pas réclamé, Mathieu Joseph, qu'il ne sera pas échangé. Alors, ce que je vous dis, c'est que ça pourrait même faciliter une transaction. On l'envoie quelques matchs dans la Ligue américaine ou une partie ou d'ici la fin de la saison, peu importe la situation. Et quand on a besoin de rappeler quelqu'un, on rappelle Mathieu Joseph qui est capable de faire la job comme tout le monde le sait. Bref, c'est un divorce là, qui est annoncé entre lui et les Blues de Saint-Louis. Mais en attendant, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour lui. Là, ça m'étonnerait qu'il termine la saison dans la Ligue américaine avec le club école des Blues. Oui, puis en même temps, on l'a pas vu venir. On l'a vu venir, mais on l'a pas vu venir. C'est-à-dire que quand les projecteurs se braquent vers Saint-Louis, on parle de Robert Thomas, de Jordan Kyrou, de Colton Parayko. Là, c'est Mathieu Joseph. C'est comme, on commence la job, là, visiblement. Ouais. On commence la job parce que, tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tu sais, les Blues l'an passé, ça avait été une belle surprise dans la Ligue nationale. Ce n'est pas vrai que cette équipe-là est aussi mauvaise qu'elle l'est au classement. Mais le classement est le classement. Voilà. Et maintenant, tu as une chance en or d'aller chercher un jeune joueur au prochain repêchage. Et ça, c'est une mine d'or pour un directeur général. Ça va être un repêchage extrêmement intéressant si tu es capable de repêcher dans le top 5. Je pense que tu vas jubiler. Alors, puis plus tu descends, plus tu vas jubiler. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses dans ce dossier-là. Mais oui, c'est le début du grand ménage, mon cher Jean-Charles. D'ailleurs, on a toujours nommé personne à Nashville. Les Prédateurs semblent faire un push pour entrer en série éliminatoire. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la haute direction là-bas a dit « do or die avec ce qu'on a là », puis on va vider au repêchage, on va vider aux assises, on va avoir eu le temps de nommer notre homme. Parce que là tu nommes pas un gars demain matin pour faire le ménage pour le 6 mars. Fait que tu dis, on va aller all-in avec ce qu'on a là en espérant entrer en série. Ça semble être ça, la donne à Nashville. Si c'est le cas, ça veut dire que les Prédateurs restent sur le quai, là. Donc, ça enlève des poissons dans l'étang, là. Oui, puis on va avoir la réponse de tout ça là, dans les prochains jours. Il y a bien des formations qui sont justement dans la même situation que les Prédateurs. Là. On est où exactement? Et déjà, tu sais, je veux dire, de la façon dont les Flyers ont perdu hier, de la façon dont les Maple Leafs ont perdu, tu sais, tu te regardes la situation et tu te dis, ouais, moi j'aimerais ça, garder mon équipe intacte, faire un peu comme les Canadiens l'an passé, un push pour entrer en séries éliminatoires, ça va être positif pour tout le monde. Mais en même temps, il faut que tu sois très, très, très réaliste comme directeur général. C'est sûr que du côté de Nashville, là, tu vas me dire qu'il y en a un qui est là par défaut, là, en Barry Trotz, mais ça reste que je suis convaincu que la direction de l'équipe chez les Prédateurs, ainsi que, faut pas l'oublier, le propriétaire a son mot à dire, à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quelles sont les meilleures options sur la table. Présentement, où les Prédateurs sont au classement, évidemment, ce ne sont pas comme les Blues de Saint-Louis là, qui sont nettement avantagés et qui ont de très, très bonnes chances de repêcher dans le top 5. Renaud, quel message lance Martin Saint-Louis en retirant Zachary Bolduc de la formation ce soir? Moi, je trouve cette décision extrêmement intéressante, OK? Je vais te dire pourquoi. C'est qu'on aurait facilement pu dire à Alex Texier, Alex, on va te laisser de côté. C'est pas comme si Alex Texier avait bien terminé. En fait, il était blessé avant, évidemment, le début des Jeux olympiques. Et ce n'est pas non plus comme si aux Jeux olympiques, son jeu avait été très relevé. OK? Sauf que, Martin Saint-Louis n'a que faire, évidemment, de ce qui s'est passé aux Jeux olympiques. Et je le comprends parfaitement. Le message que ça lance, c'est, écoutez bien, là, on a transigé, nous, pour Zachary Bolduc. On l'aime. On veut qu'il soit dans notre formation, mais on va lancer un message à un peu tout le monde, là. Vous êtes mieux d'être prêts, vous êtes mieux de travailler, c'est mieux de fonctionner, parce que justement, il y a des joueurs qui sont laissés de côté. On peut nommer aussi Joe Veleno, qui mérite d'être dans la formation des Canadiens pour le match de ce soir. Alors, c'est ça le message. Le message, c'est que si tu veux pas perdre ton poste, évidemment que ce sera pas le cas d'un Nick Suzuki, du top 6 de cette équipe-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a d'autres joueurs qui doivent faire leurs preuves, qui doivent continuer de lever leur jeu d'un cran. Puis, la seule façon de le faire, c'est de se présenter au match et d'être alerte. Et à partir de ce moment-là, bien, Zachary Bolduc va continuer de regarder des matchs de la galerie de presse, mais si un gars comme Alex Texier joue comme il a joué avant la pause olympique, ça va être facile de prendre la décision à ce moment-là. Est-ce que tu as l'impression que Martin pourrait être tenté d'asseoir
certains vétérans dans des dos-à-dos, exemple. On va jouer 2 matchs en 2 soirs en Californie. Est-ce qu'on pourrait intégrer un Bolduc à la faveur d'un Gallagher? D'un Gallagher. C'est un peu tôt, je vais t'avouer franchement, c'est un peu tôt pour penser à ça. Non, mais moi, quand j'entends du monde dire Gallagher n'aurait pas dû jouer ce soir, voyons, et vous êtes sur quelle planète? On vient d'un break de 3 semaines. Mais ça, c'est le cœur et l'âme de l'équipe. C'est sûr qu'il joue ce soir. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est comment faire pelleter des nuages absolument pour rien, tu comprends? Mais il y a 6 dos à dos d'ici la fin. Là, il y a peut-être des options là. Il faudra voir comment le coach va jouer à ça. C'est ça. Parce que sinon, il est très limité. Là. Sinon, tu te retrouves avec 2 options pour rentrer et sortir des gars de l'alignement. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais on va voir comment ça va avancer. Il y a on va toucher du bois. Il y a des blessures aussi qui peuvent arriver. Mais je suis convaincu que c'est un message à un peu tout le monde. Là. Encore de beaux moments, la séance de patinage ce matin, terminé, Renaud? J'aime ça. Tu sais, que tu veux connaître la qualité d'un joueur, d'un ancien coéquipier. Est-ce que ce gars-là était respecté dans le vestiaire? On va aller voir Emil Alleman lorsqu'il s'est présenté avant l'entraînement des Canadiens. Il y a plusieurs joueurs qui sont venus le saluer, lui faire l'accolade. Tout le monde était vraiment, mais vraiment heureux de le voir, Jean-Charles, et je dirais avec raison. C'est un jeune homme sympathique qui, malgré un passage de courte durée avec l'équipe, a eu quand même un impact et connaît du succès. Là, c'est quand même 15 buts pour lui depuis le début de la saison. C'est quand même remarquable. Puis, il y avait d'autres belles images que je voulais te montrer, mon cher Jean-Charles, mais écoute, ça va aller un autre jour. Ben, ce jour-là, c'est demain, mon cher Renaud. 10 minutes plus tard, je te dis merci. Bonne soirée, bon match et à demain. Leafs Panthers, l'Avalanche reçoit le Wild. Bonne soirée, à demain, 17h.